Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Floriane de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur l'intégration, une étape décisive pour un recrutement durable. Alors, vous êtes actuellement une dizaine de participants, donc je vous propose d'attendre quelques instants avant de lancer officiellement ce webinaire pour qu'on puisse laisser le temps aux autres participants de nous rejoindre. En attendant, sachez que vos micros sont coupés, que vous pouvez utiliser le chat pour nous faire remonter vos éventuelles problématiques et puis surtout pour nous poser vos questions durant le webinaire, puisque pour faciliter l'échange, je serai le relais de vos questions et nous y répondrons au fil de l'eau. C'est un webinaire qui est organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne en partenariat avec CCI Formation, avec le groupement des entreprises de Dessines et avec la Cité des entreprises pour l'emploi. Alors à l'origine, c'est une réunion qui aurait dû se tenir en présentiel au Groupama Stadium, mais compte tenu du contexte actuel, nous l'avons adapté au format webinaire. Du coup, c'est un webinaire qui est enregistré et qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube CCI sous 48 heures. Sachez également que le support de présentation vous sera envoyé par mail. Du coup, je vois que vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints, donc bonjour à tous. Et du coup, je vous propose que l'on démarre ce webinaire. Pour animer ce webinaire sur l'intégration, j'accueille Xavier Malartre. Bonjour Xavier. Bonjour Floriane. Xavier, vous êtes formateur et conseiller indépendant en ressources humaines et qualité de vie au travail. Du coup, comme je le disais, nous allons passer une petite heure ensemble et je ne manquerai pas de vous interrompre pour relayer les questions des participants que nous espérons nombreuses. Xavier, c'est à vous. Merci Floriane. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire sur la thématique de l'intégration. Et comme le disait Floriane, l'intégration est une étape décisive pour fidéliser ses collaboratrices et ses collaborateurs. Souvent, l'intégration, ça arrive après l'étape du recrutement. Et on sait que l'étape du recrutement, c'est pas toujours une étape facile. C'est une étape qui prend du temps. On a rencontré un certain nombre de candidates, de candidats. Parfois, c'était difficile. Et une fois qu'on a trouvé la perle rare, on n'a surtout pas envie de perdre cette perle rare. Et donc, c'est important que la phase d'intégration, effectivement, soit bien construite. Donc, j'ai choisi deux angles pour traiter cette question de l'intégration. Un angle très pratique, très concret. L'idée, c'est pas de faire des grandes théories sur l'intégration des collaborateurs de l'entreprise. C'est plutôt donner des outils assez simples, assez concrets, mais efficaces, que vous pourrez mettre en place dès demain dans vos différentes organisations. Vous ne mettrez peut-être pas tout en place, mais si vous mettez déjà en partie en place ce que je vous propose, vous verrez qu'il y aura des effets significatifs sur la qualité du process d'intégration. Donc, un angle vraiment pratique, concret, et un angle candidat. Je veux dire par là que mon idée, c'est aussi qu'on se mette à la place des personnes qui rejoignent l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes nouvelle recrue, un nouveau salarié, quand vous êtes en entreprise pour votre première journée, dans les premières semaines? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et du coup, comment on peut s'adapter pour que ça se passe au mieux pour nos nouvelles recrues? Voilà les deux angles que j'ai choisi de prendre pour ce webinaire. Alors, je vous propose de commencer par me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle effectivement Xavier Malartre. J'ai deux activités principales. Donc, effectivement, comme le disait Floriane, je suis formateur et consultant indépendant. Et donc, j'interviens notamment dans les formations de la CCI, à Lyon et notamment à Saint-Étienne également. Donc, sur la partie formation, je travaille notamment sur la thématique du recrutement. Donc, dans le recrutement, on va travailler sur plein d'éléments, l'évaluation des compétences, l'évaluation des motivations, l'évaluation de la personnalité, des valeurs des candidats, et puis aussi sur la définition du besoin, comment on sait quelles compétences on va chercher sur tel ou tel poste. J'interviens également sur le sujet de la diversité, d'ailleurs également avec la CCI. Donc la diversité, en fait, c'est très lié au recrutement. On intervient notamment sur la non-discrimination à l'embauche, qui est un sujet important, à la fois un sujet juridique et un sujet de performance, parce qu'on sait que quand on a un recrutement plus diversifié, eh ben, on a plus de performance naturellement dans l'entreprise. Et puis j'interviens également sur ce que j'appelle la fidélisation par la qualité de vie au travail. Donc, une fois qu'on a recruté, justement, on garde les talents chez nous, dans l'entreprise, en prenant soin d'eux, en prenant soin de la qualité de vie au travail. Donc, le sujet de l'intégration fait complètement partie de cet angle fidélisation par la qualité de vie au travail. Et donc, ma deuxième activité, c'est l'accompagnement de carrière, l'accompagnement des personnes
qui à un moment donné sont en recherche de sens, d'impact, d'un équilibre de vie peut-être un peu différent, et que j'accompagne notamment à travers un site internet qui s'appelle reconverso.fr, que je vous invite à regarder peut-être après ce webinaire. Donc vous avez mes coordonnées qui se sont affichées en bas de ce slide. Et donc comment j'en suis arrivé à cette activité de formation? En fait, j'ai passé plus de 10 ans avant dans le secteur RH, dans 2 sociétés, le groupe Randstad d'abord, une société lyonnaise qui s'appelle CCLD Recrutement ensuite pendant près de 7 ans. Et du coup, je suis intervenu sur beaucoup de recrutement, de conseils auprès des entreprises pour mieux recruter, pour mieux intégrer, pour mieux fidéliser toutes les thématiques dont je vous parle et dont on va parler aujourd'hui. Alors, ça m'intéresse également d'en savoir plus sur vous. Donc, sur un webinaire, évidemment, on ne fait pas un tour de table, mais avec Floriane, on va pouvoir lancer un sondage qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous, simplement avec 2 questions. Une première question déjà sur votre fonction, parce que ça m'intéresse de savoir si j'ai plutôt affaire à des chefs d'entreprise, des personnes des services ressources humaines, des managers, peut-être d'autres types de profils. Donc, je vous laisse du coup répondre au sondage. On vous laisse quelques instants le temps d'y répondre. Ça y est, tout le monde a voté. Donc, globalement, il y a 24% de chefs d'entreprise, 29% de RH, 33% de managers, 14% autres et 0% consultants. Ok, d'accord. Donc, on a un équilibre presque parfait entre chef d'entreprise, RH et manager. C'est très bien. Public varié, parfait. Et donc, je propose qu'on fasse tout de suite la deuxième question, qui me permettra là aussi de cibler les exemples que je vais vous proposer pendant ce webinaire sur votre taille d'entreprise. Voilà, donc la question suivante, c'est de savoir si vous êtes plutôt en format TPE, moins de 10 salariés, plutôt entre 10 et 50, ou alors plus de 50. Parce que les exemples, effectivement, ne seront pas forcément les mêmes en fonction de la taille de votre structure. On vous laisse encore quelques instants. Parfait. Donc, tout le monde a voté. Nous avons donc 33% qui sont moins de 10 personnes. Okay. En fait, c'est très bien réparti parce que 33% inférieur à 10 personnes, 33% entre 10 et 50 personnes et du coup 33% supérieur à 50 personnes. Très bien. Équilibre à peu près parfait du coup. Ok, bon, très bien. Donc c'est vrai que j'ai pas proposé plus dans ce sondage que 50. C'est sûr que de 50 à des milliers de salariés, il y a pas mal de strates de tailles différentes. Mais cette question cette limite de 50, elle est importante pour moi parce que c'est souvent à partir de cette taille-là qu'on va plus facilement pouvoir faire des process d'intégration assez structurés. Mais je rassure les 33% où vous êtes moins de 10 salariés ou entre 10 et 50, il y a plein de choses à faire aussi quand on est une TPE, même quand on est que 2-3 dans l'entreprise. Il y a plein des pratiques dont on va parler aujourd'hui qui sont parfaitement réalisables pour vous. Donc, je vais relancer le diaporama. Vous l'avez sous les yeux. Et voilà. Et je vous propose qu'on passe du coup au programme de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble du coup? Donc, on va voir en détail ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. C'est un terme dont on parle de plus en plus au niveau des services RH. Et je vais vous expliquer quel est le lien et pourquoi c'est important de connaître ce terme quand on parle d'intégration des collaborateurs. On va parler de la pré-intégration, d'accord? Donc, tout ce qui se passe avant d'intégrer les collaborateurs. Ensuite, on parlera évidemment du parcours d'intégration, qui sera le cœur de notre sujet. Enfin, le suivi et la validation de la période d'essai, en tout cas la validation du parcours d'intégration. Et enfin, je vous donnerai quelques billes supplémentaires sur cette période particulière de confinement et comment on peut bien intégrer des collaborateurs pendant cette période de confinement. Alors, on n'est pas toujours confiné, je pense qu'on sera déconfiné dans quelques jours, en tout cas je l'espère, mais c'est quand même particulier. Depuis le mois de mars, même si on a connu confinement, déconfinement, on sait que ce n'est pas des intégrations classiques qu'on est en train de mener actuellement. Donc, tout au long du webinaire, je vous donnerai des exemples qui se mettent parfaitement en place, qu'on soit confiné, pas confiné, derrière un écran ou dans les locaux de l'entreprise. Mais cette dernière partie me permet de donner quelques billes vraiment spécifiques au confinement, à cette période actuelle.
Alors, je vous propose en préambule déjà de se poser cette première question. L'intégration, ça commence et ça finit quand? C'est déjà une question importante. En fait, ça veut dire quoi concrètement l'intégration? Donc, la définition que j'ai trouvée le plus souvent en faisant mes recherches là-dessus, c'est de se dire que l'intégration commence à la signature du contrat de travail et qu'elle se termine à la fin de la période d'essai. Ça paraît assez logique. Je signe mon contrat de travail, du coup, je deviens collaborateur de l'entreprise et ça se termine à la fin de la période d'essai. Néanmoins, moi, je vous propose une petite différence, et donc je vous propose ma propre définition de l'intégration. Pour moi, l'intégration, elle commence lors de la réponse positive au candidat. Après, la fin me va bien, fin de période d'essai, on peut en discuter, est-ce que c'est après, est-ce que c'est... Voilà. La fin, on dira que c'est la fin de période d'essai. Le début, par contre, vous allez le voir que ça a son importance. Et moi, je le situe dès la réponse positive au candidat. D'accord? Donc, ça veut dire dès qu'on a fini le processus de recrutement et qu'on appelle le candidat ou la candidate pour lui dire on va travailler ensemble, on est ravis de vous accueillir chez nous. C'est déjà la première étape de l'intégration et ça a son importance, vous allez voir, de prendre en compte ce point de départ-là dans le processus d'intégration. Alors, je vous propose quelques chiffres sur l'intégration pour qu'on sache ensemble de quoi on parle. Je me suis basé là-dessus sur 3 grandes enquêtes qui ont été faites par 3 grands cabinets sur l'intégration. Première étude qui a été faite par le cabinet Mercury Rubal, dont j'ai retenu 2 chiffres qui me paraissent importants. Le premier, je crois que c'est celui qu'on affichait dans le mailing que vous avez reçu, qui a peut-être attiré votre attention, c'est que 40% des salariés envisagent de quitter leur entreprise durant la période d'essai. Donc c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent leur entreprise, ça veut dire qu'ils songent à quitter l'entreprise. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans cette période d'essai, dans ces 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois, parfois 8, les périodes d'essai sont très variables en fonction des statuts et des entreprises, et ben on se dit, finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Parfois, on se pose cette question dès le premier jour, la première semaine, au bout de quelques mois. Donc, c'est un chiffre très important qui montre que, bien sûr, ça peut venir du recrutement, mais très souvent, ça vient d'un processus d'intégration qui n'est pas assez qualitatif. Et c'est pas étonnant quand on voit le deuxième chiffre de cette étude de Mercury que j'ai retenu, le 65%, qui nous dit effectivement que la majorité, plus de la moitié en tout cas des entreprises, n'ont pas de processus d'intégration défini. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 35% d'entreprises en clair qui ont un processus d'intégration qui est structuré et défini. Donc, si c'est votre cas, vous faites déjà partie des rares entreprises qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et si ce n'est pas votre cas, pas d'inquiétude, puisque c'est le cas de la majorité de vos confrères, et qu'après ce webinaire, vous saurez mettre en place un processus structuré. Autre chiffre qui a été donné par une étude d'un média RH que je trouve très pertinent, qui s'appelle Welcome to the Jungle, 45% des démissions ont lieu la première année. Donc ça, c'est un chiffre qui est important, je trouve, à avoir en tête également. Sur l'ensemble des démissions, on en a 45% dès la première année. Ça veut dire que quand on arrive à passer cette première année, a priori, on va pouvoir rester assez longtemps dans l'entreprise. Mais cette première année, on voit bien qu'elle est décisive, qu'elle est charnière. Et dans cette première année, surtout, ce qui se passe, c'est cette période d'intégration. Et enfin, j'en viens au dernier chiffre d'une étude de Deloitte. 22%, alors ça c'est le chiffre que je trouve le plus étonnant dans tous ceux que je vous ai cités, 22% des nouvelles recrues quittent leur emploi dans les 45 premiers jours, ce qui veut dire en gros 1 sur 5, enfin plus d'une personne sur 5 quitte son emploi au bout d'un mois et demi maximum. Donc c'est un chiffre qui est assez alarmant quelque part par rapport à l'intégration. Donc je le disais au début, ça peut être un problème de recrutement. C'est possible, on s'est planté sur le recrutement. Ça peut arriver, c'est un autre sujet, mais ça peut très largement venir aussi du processus d'intégration qui n'a pas été optimal. Et j'ai eu très souvent moi, des retours de candidates, de candidats qui m'ont dit si, le poste était bien, c'est bien ce qu'on m'avait vendu. Par contre, j'ai mal été reçu, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de matériel, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça se passe mal. Mais vous voyez que ce chiffre de 22%, il est très important. Et puis il y a un chiffre que je trouve un peu anecdotique, mais que je trouve amusant, c'est que 4% le quittent dès le premier jour. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 96% des personnes qui passent le premier jour, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais enfin, il y en a quand même 4% qui, dès le premier jour, se disent « je suis pas au bon endroit ». Bon, ça c'est un peu anecdotique. Par contre, le 1 sur 5 qui quitte l'entreprise au bout d'un mois et demi, c'est très significatif puisqu'on est pile dans cette période d'intégration qu'on appelle parfois la période de onboarding. On entend souvent ce terme. J'ai pas pris ce terme parce que je voulais justement que le webinaire parle à tout le monde. Mais pour les RH, donc les 33% parmi nous qui viennent du secteur RH, on entend très souvent ce terme onboarding, l'embarquement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. On embarque avec nous les salariés, les nouvelles recrues. Donc après ces quelques chiffres, je vous propose de parler maintenant de l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'expérience collaborateur?
Alors, la définition, elle est simple, hein. L'expérience collaborateur désigne l'ensemble des ressentis des salariés. J'ai mis en rouge le terme ressenti parce que c'est le terme clé de cette définition. En gros, c'est comment je me sens en tant que collaboratrice, que collaborateur, comment je me sens au quotidien dans ma vie de salarié dans l'entreprise. En fait, on a beaucoup parlé de l'expérience client, hein, du côté des entreprises commerciales. C'est un enjeu très important, l'expérience client. Et c'est un concept qui est simple à comprendre parce qu'on le vit tous. On va tous aller acheter des cadeaux à Noël. On va faire les courses dans des magasins peut-être ou sur Internet. Et souvent, d'ailleurs, dans des magasins, vous avez le petit item que j'ai représenté en bas, là, vert, rouge, jaune. Et on vous dit, est-ce que vous avez vécu une bonne expérience? Est-ce que ça a été agréable, pas agréable dans votre magasin? Idem sur Internet. On vous demande très souvent, est-ce que vous avez eu une bonne expérience sur notre site? Donc, finalement, on se rend compte que c'est un sujet très important. Pourtant, quand on va dans une boutique ou sur un site web, on y passe en gros 15 minutes. D'accord? Alors, quand on est collaborateur, on va passer peut-être 20 ans, 30 ans, même ne serait-ce que 10 ans dans l'entreprise. Donc, on se rend bien compte de l'importance de l'expérience collaborateur et de comment on vit finalement au quotidien dans l'entreprise. Alors, pourquoi s'en préoccuper finalement de cette expérience collaborateur? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons de s'en occuper. Il y en a trois que j'ai retenues et que je voulais vous montrer. La première, c'est d'attirer les talents. Parce que quand j'ai une entreprise dans laquelle les gens se sentent bien, dans laquelle on a une bonne expérience collaborateur, ça se sait. Les gens se cooptent entre eux, hein, ils vont dire à des amis, à des personnes, moi je travaille dans telle société, ça se passe super bien, je te conseille de venir chez nous. Ils vont même proposer le CV, peut-être au service RH. Donc on va attirer les talents plus naturellement. On va réduire le turnover, je vais assez vite là-dessus, c'est assez évident. Il y a une bonne expérience collaborateur, vous vivez bien l'entreprise, vous y êtes bien, il n'y a pas de raison de s'en aller. Troisième sujet très important, améliorer la qualité de vie au travail, qui est extrêmement lié bien sûr à cette expérience collaborateur, et donc la performance. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pas de se dire quel est le lien entre qualité de vie au travail et performance, mais il y a de très nombreuses enquêtes qui montrent un lien évident et très important entre cette qualité de travail, cette expérience collaborateur et la performance. Alors vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais où vous voulez en venir par rapport à l'intégration? Donc j'y viens. Quels sont justement les leviers pour améliorer cette expérience collaborateur? Comment je fais pour l'améliorer? Il y a là aussi plein de sujets. Je vous propose d'en retenir juste 4, 3 sur lesquels je vais passer un peu rapidement, et puis le quatrième, vous le comprendrez, sur lequel je vais passer le reste du webinaire. Donc, un des premiers items, c'est le management au quotidien. Très important. Pourquoi? Parce que une étude de Robert Walters nous montre que dans la moitié des cas, les démissions des collaboratrices, des collaborateurs sont dues au management. Voilà. Un management qui ne leur fait pas assez confiance, qui n'est pas assez bienveillant, qui n'est peut-être pas assez structuré parfois. Donc le management au quotidien est un levier fondamental pour améliorer l'expérience collaborateur. L'environnement de travail. Justement, excusez-moi, je vous coupe. On Bien nous sûr. demande quel est le délai qui détermine s'il y a du turnover. Alors, souvent le turnover, on le calcule sur un an. On va prendre une année complète et on va regarder le nombre de collaborateurs qui ont quitté l'entreprise dans l'année. Donc il y a un turnover naturel, hein, il y a des personnes qui peut-être partent à la retraite, il peut y avoir des départs logiques, donc il y a forcément du turnover dans l'entreprise. Après, il y a des taux qui peuvent être un peu plus inquiétants. Voilà. Donc, et tout dépend des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité où quand vous avez 15% de turnover, c'est tout à fait logique. Vous avez des secteurs d'activité où vous êtes plutôt à 25-30% de turnover, ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui dans certains secteurs d'activité est le cas. Donc en général, ouais, c'est sur une année qu'on le calcule. Donc voilà, management. Deuxième levier, j'en ai parlé du coup, l'environnement de travail, les locaux, les outils, le matériel. On va le voir, ça c'est important dans l'intégration déjà, hein. La qualité du matériel que vous avez quand vous arrivez dans l'entreprise, elle va fortement jouer sur votre perception de l'entreprise où vous venez d'arriver. Les avantages, il y en a plein, j'en ai cité 2 parce que c'est les attentes principales qui ressortent des enquêtes sur les salariés. La flexibilité horaire notamment, ça ne veut pas dire je viens quand je veux, hein, mais ça va un peu de souplesse horaire en tout cas. Et le télétravail. Le télétravail, ça a pris un sens un peu particulier ces derniers mois, mais ça reste une attente des collaborateurs. Et enfin, quatrième levier, l'intégration, qui est justement un levier important de l'expérience collaborateur. C'est un levier tellement important qu'il y a une enquête qui a été faite par Parlons RH, qui est un site que je vous conseille si vous vous intéressez au sujet RH. Il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'informations pertinentes. Et donc, cette enquête a posé cette question à des dirigeants et à des responsables RH. Hein. Dans votre entreprise, parmi ces 10 activités RH, quelles sont les activités prioritaires sur le sujet
expérience collaborateur. Et comme vous le voyez sur mon graphique, le sujet numéro 1 et de loin, c'est l'intégration. Donc c'est le premier sujet sur lequel les acteurs veulent engager des actions pour améliorer leur expérience collaborateur. Donc l'intégration, en plus, sur le graphique, en gros, vous avez en bleu, c'est 2020, c'est cette année, et en noir, vous avez 2018. Ils ont fait la même enquête avec les mêmes questions à 2 ans d'intervalle. Donc on voit qu'on gagne pratiquement 15% en plus d'intérêt sur ce sujet. C'était déjà le sujet numéro 1 il y a 2 ans, mais c'est encore plus le sujet numéro 1 en 2020. C'est même devant des sujets comme le management, le recrutement, la communication interne, qui sont pourtant des sujets très importants. C'est pour vous dire l'intérêt de ce sujet de l'intégration. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, vous êtes sur le bon webinaire. Si vous avez des collègues qui sont sur d'autres webinaires, management ou autres, sur des sujets secondaires, dites-leur de venir ici, c'est là que ça se passe. C'est l'intégration, le sujet numéro 1 des chefs d'entreprise, des managers et des RH. Alors maintenant, on va aller dans le vif du sujet, la pré-intégration. Donc ce que j'appelle la pré-intégration, c'est quoi? C'est avant l'embarquement, d'accord? Je ne suis pas encore monté dans l'avion, je suis encore un peu avant, mais en tout cas, je démarre. Donc ça veut dire que je suis au moment de la réponse positive, d'accord? On a reçu les candidats, on a validé une candidature et on va du coup rappeler ce candidat pour lui annoncer la bonne nouvelle. Première étape de la pré-intégration. Donc, je vous propose déjà des bonnes pratiques. Donc, j'ai mis une petite ampoule que vous voyez là sur le slide. J'en ai mis régulièrement dans mes slides. Dès qu'il y a des bonnes pratiques à retenir, j'ai mis une ampoule qui vous précise que c'est des pratiques que vous pouvez mettre en place assez facilement dans vos structures. Alors, je vous donne 4 conseils principaux sur cette partie-là, sur la réponse positive que vous apportez à la candidate ou au candidat après un entretien. Premier élément, le délai le plus court possible entre l'entretien et la réponse positive. Ça, c'est un élément important parce que quand on est candidat, je vous disais qu'on allait souvent se mettre à la place des candidats, c'est assez désagréable, ce temps d'attente entre l'entretien et la réponse. Je pense que ça nous est tous arrivé d'ailleurs, ce temps où vous avez envie d'avoir la réponse. Je peux vous dire qu'une semaine, ça vous paraît interminable dans ce genre de cas. Donc une semaine, effectivement, c'est le maximum pour donner une réponse positive. Ça peut arriver parfois qu'on ait besoin d'un délai plus long parce que on reçoit d'autres candidats, par exemple. C'est pas un souci. On peut passer un petit coup de fil au candidat qui nous a bien plu pour dire je voulais vous tenir informé. On a beaucoup apprécié votre candidature. On va rencontrer 2 autres candidats pour aller au bout du process et on vous tient au courant sous 10 jours, mais sachez en tout cas qu'on a bien apprécié votre candidature. Déjà là, on n'a pas laissé le candidat dans le désert, dans le doute. Il sait qu'il est toujours en piste. Pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et délai le plus court, ça peut être immédiat. Moi, j'ai vu des recruteurs qui disent, voilà, en entretien, c'est un coup de cœur, qui disent, écoutez, j'ai trouvé l'entretien très intéressant. Vous correspondez bien à l'entreprise, bien à nos valeurs. J'ai envie de travailler avec vous. Donc ça peut paraître un peu rapide, mais parfois, ça peut marcher aussi comme ça. Donc entre l'immédiateté et une semaine, il y a un peu de marge. Mais en tout cas, je vous conseille de faire vite par rapport à ça. La réponse, je conseille qu'elle soit apportée par le N+1, donc le manager direct de la personne. C'est pas toujours le cas. Je vois souvent des entreprises où c'est plutôt le service RH qui va rappeler, qui fait le premier appel. Ou alors, ça peut être parfois un cabinet de recrutement ou une agence de recrutement qui va rappeler les candidats. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est bien quand c'est le manager direct qui annonce la bonne nouvelle, qui rappelle son futur équipier, sa future équipière, qui prend le temps d'être convivial. C'est mon 3e conseil, qui appelle pas juste avant de partir à la pause déjeuner, mais qui prend le temps de dire qu'il est content, que l'entretien a été constructif, qu'on partage des valeurs, qu'on partage un projet ensemble et qu'on est ravi que cette personne rejoigne notre entreprise. C'est vraiment la première étape de l'intégration, comme vous le voyez. Et 4e point, expliquer les prochaines étapes. Toujours pareil, ne pas laisser nos candidats dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez intégrer peut-être dans un mois. Voilà ce qui va se passer entre-temps. On va vous rappeler à tel moment, on va vous envoyer un mail. Le contrat, vous allez le signer à tel moment, qu'on soit le plus clair possible avec notre candidat. Donc voilà pour moi ce qui est important sur cette période, en tout cas sur cette réponse. On va avoir d'autres choses sur la pré-intégration, mais en tout cas sur la réponse positive, c'est les 4 conseils que je vous donne. Cette période de pré-intégration, donc je viens de donner ma réponse positive, et puis l'intégration, mais c'est pas tout de suite. Il y a encore un délai entre ces 2 étapes-là, qui peut durer quelques jours, comme quelques mois. Parce que vous avez peut-être des personnes qui sont en préavis, donc ça peut prendre parfois 2-3 mois. Ne serait-ce qu'un mois, mais c'est déjà long. Ou alors, vous avez recruté quelqu'un maintenant, puis en fait, vous allez démarrer en janvier, par exemple. Donc, il va se passer un peu de temps. Okay, et pendant ce laps de temps, en fait, si je me mets à nouveau à la place du candidat, on peut se démotiver. On peut trouver autre chose. C'est possible, on peut avoir d'autres offres. On se dit, tiens, je n'ai pas démarré, tiens, je vais peut-être travailler sur cet autre entretien. On se pose des questions, des tas de questions. Au fait, au niveau de la paye, est-ce que j'ai bien tout compris? Au niveau de la rémunération, est-ce que c'était brut ou net ce qu'il m'a dit? Le jour du démarrage, il faut que je vienne à quelle heure? Il y a plein de questions en fait. Puis on se demande même, c'est irrationnel ce truc-là, mais on se demande
est-ce qu'on m'attend toujours en fait? J'ai pas de nouvelles, est-ce qu'ils m'ont pas oublié? Est-ce que le jour où je vais arriver, il y aura quelqu'un pour m'accueillir? Donc c'est vrai que voilà, on peut se poser ce type de questions quand on est candidat. Comment on fait du coup pour gérer cette période-là? Donc plusieurs clés pour moi sur cette période-là, avec un conseil principal à retenir, c'est de garder le contact tout au long de cette période. Garder le contact, comment on peut faire? Il y a plein de prétextes pour garder le contact. On peut envoyer le contrat avant. D'accord? D'ailleurs, je vous le conseille. Pour info, je fais une petite parenthèse juridique. Le contrat, il faut le signer avant ou alors le jour même. Mais dans tous les cas, dans les 2 jours qui suivent l'arrivée du collaborateur, il ne faut pas dépasser ce délai de 2 jours. Il n'y a pas de raison que le collaborateur se retourne contre vous, évidemment, mais si c'est le cas, on lui devrait des indemnités. D'accord? Donc, voilà, c'est le jour de l'arrivée, 2 jours après maximum. Et même moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est avant qu'il arrive. Parce que c'est déjà un premier contact avec le candidat. Et puis, s'il a un souci sur le salaire, les horaires, quoi que ce soit, on le règle avant son arrivée. Donc, le contrat, j'ai cité les documents pour la mutuelle, mais vous envoyez ce que vous voulez. Mais c'est l'idée d'envoyer des documents pour maintenir le lien. On peut envoyer des infos sur l'entreprise. On peut dire, bah, tiens, on participe à un salon, on fait un événement, on organise un webinaire. On peut envoyer un petit mail au candidat pour ça, pour lui dire, bah voilà, on vous maintient dans la boucle, vous êtes déjà quelque part un peu dans la vie de l'entreprise. On peut aussi envoyer un mail avec le programme de la première journée, de la première semaine. Ça, on peut l'envoyer du coup une semaine peut-être avant l'arrivée du collaborateur, avec des infos clés comme l'adresse exacte, l'heure de démarrage. Tout bête ce truc-là, mais très souvent, les candidats ne savent pas, enfin vos nouvelles recrues plutôt, ne savent pas quand il faut venir. Est-ce qu'il faut que je vienne à 9h, 8h30, 8h? On ne sait pas trop. Donc, c'est bien d'être très clair sur le mail qu'on envoie avant. Et puis, je termine là-dessus, je trouve que c'est une bonne pratique. J'ai échangé il y a quelques temps avec Maxime Bontemps, qui est responsable RH à la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi à Lyon. Lui, ce qu'il fait, il envoie des SMS la veille de l'arrivée, bah, pour dire voilà, bonjour, bonjour Julien, on vous attend avec plaisir demain, rendez-vous 9h, on vous accueillera avec le café. Voilà, un SMS sympa, convivial, et je trouve ça top. Super pratique, franchement, parce que c'est plus simple qu'un mail, c'est moins formel, ça prend 30 secondes, et c'est une super entrée en matière pour le candidat. Je continue du coup chronologiquement. Hein, là, c'est la veille de l'arrivée de votre nouvelle recrue. Vous l'avez envoyé son petit SMS. Déjà, il est bien là. Hein. Vous avez bien géré votre période de pré-intégration. Vous avez fait une belle réponse positive. Il est assez confiant quand il vient chez vous pour ce fameux premier jour dans l'entreprise. Donc le jour J, effectivement, premier jour où je rejoins l'entreprise. Alors ça, c'est un jour qui est quand même particulier. Ce jour-là, côté candidat, clairement, il y a de l'appréhension. Vous l'avez tous vécu, hein, premier jour dans l'entreprise. En général, c'est une journée dont on se souvient d'ailleurs. Moi, je me souviens très bien de mes premières journées, des premières minutes, arrivé dans l'entreprise, comment j'ai été accueilli, et je pense que vous aussi certainement, parce que il y a un vrai enjeu cette journée-là, et voilà, on y pense avant, on est un peu stressé le matin, je pense que ça dépend un peu des personnes, mais quelqu'un qui me dirait qu'il n'est pas du tout stressé avant la première journée, j'aurais un petit doute. Et donc, c'est un jour aussi qui demande beaucoup d'énergie. Ça, c'est important à avoir en tête aussi, parce qu'il y a le stress dont je parlais, et puis il y a aussi le fait qu'on va emmagasiner beaucoup d'informations en peu de temps. Rencontrer beaucoup de gens, devoir retenir des prénoms et un certain nombre en peu de temps, donc ça demande beaucoup, effectivement, beaucoup d'énergie. Alors, je vous propose là aussi des bonnes pratiques pour cette première journée, qui est une journée qui est importante, hein, évidemment, dans l'intégration. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une personne qui soit dédiée pour l'accueil, le café, le tour des locaux, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un c'est prévu, quoi, hein, d'accord? On sait que la nouvelle personne arrive à 9h. Vous savez que de 9 à 10, vous faites rien. Vous êtes là pour accueillir le nouveau. Dès qu'il sonne à la porte, on va le voir. On boit un petit café, on discute, on fait un petit tour des locaux. Ça, je vous le dis bien sûr si c'est possible et qu'on n'est pas pour se conseiller en période confinée. Je propose, beaucoup d'entreprises le font, je trouve que c'est bien, un temps d'échange sur votre entreprise, sur son histoire, ses valeurs. Voilà, c'est un bon moment d'échange. Même si vous n'en avez pas en entretien, c'est pas mal. Le premier jour, de repasser un peu de temps là-dessus. Si vous avez un trombinoscope, c'est top. Le trombinoscope, c'est pas forcément si vous êtes 800 dans l'entreprise, hein. Même si vous êtes 7-8, un petit trombinoscope, c'est pas mal pour dire voilà les têtes des uns des autres. Ça facilite l'intégration des personnes. Tous les détails pratiques. Donc les détails pratiques, c'est quoi? C'est bah, voilà le code de la porte. Moi, ça m'est arrivé chez mon ancien employeur. Première semaine, je me suis retrouvé coincé en bas de l'immeuble. En plus, c'était le soir, parce qu'on finissait un peu tard. Donc j'étais coincé. Je n'avais pas le badge.
j'avais pas le code d'entrée de l'immeuble, donc j'étais coincé. J'avais heureusement un numéro de téléphone, j'ai pu appeler. Donc c'est le genre de truc bête, mais qui peut vous arriver. Donc voilà, dès le début, on donne tout le matériel, les codes d'accès, tout ce qu'il faut. Les règles de sécurité. Donc là, je parle parmi peut-être ceux et celles d'entre vous qui travaillent sur des métiers où il y a des questions de sécurité. Autant les aborder dès le premier jour. Je vous propose aussi en bonne pratique une présentation informelle de la nouvelle recrue. Informelle, pourquoi? Parce que je trouve que quand c'est formel, c'est pas toujours un moment très sympa, très agréable. Voilà, quand on se présente, on dit voilà ce que j'ai fait avant. Bon, puis ça nous passionne pas forcément. Alors, la bonne pratique que je vous propose, que j'ai trouvée dans une société qui s'appelle Comptoir de Campagne, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Eux, ce qu'ils proposent, du coup, à leurs nouveaux arrivants, c'est ce qu'on appelle un photolangage. Donc, le photolangage, c'est quelque chose que j'utilise moi aussi en formation. En gros, vous mettez des photos sur une table, des photos de montagne, de mer, des photos d'apéro, d'animaux, de sport, tout ce que vous voulez. Et plutôt que de se présenter en disant bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les RH, tout ça, vous allez choisir des photos. Et vous allez dire, bah voilà, moi j'ai choisi la montagne parce que j'adore l'alpinisme, j'ai choisi le sport parce que voilà, je fais des marathons, j'ai choisi les animaux parce que j'adore les animaux, enfin n'importe quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, tout de suite, ça casse ce côté un peu formel du premier jour. Et tout de suite, on est dans quelque chose de sympa et on découvre la personne. Il ne faut pas qu'il y ait que le nouveau qui fasse ça. Il faut que tout le monde le fasse. D'accord. D'ailleurs, plutôt d'abord les autres, ensuite la nouvelle personne. Mais je trouve que c'est un bon moyen de casser un peu les codes. Et puis après, 2-3 derniers conseils rapides sur ce jour J. Prévoir un déjeuner. Ça, c'est important. Que le premier jour, la personne ne se retrouve pas à se dire bon, on mange où, je demande à qui, on va où. Voilà. Il faut que ce soit prévu le premier jour. Il faut qu'on dise ok, il y a un déjeuner. Idéalement avec ce que j'appelle des collègues ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes où vous savez que elles vont pas dire du mal de l'entreprise le premier jour. Donc, pas forcément le manager, pas forcément quelqu'un des RH. Ça peut être des collègues, des personnes. Vous dites tiens, est-ce que tu peux aller déjeuner avec Jonathan qui vient d'arriver, par exemple. Voilà. C'est en tout cas une bonne idée. Une attention particulière sur l'informatique le premier jour, c'est très souvent le retour qu'on a des personnes qui nous disent ouais, c'était sympa, mais par contre, mon ordinateur ne fonctionnait pas. C'était sympa, mais j'ai pas encore de téléphone. Oui, super, sauf que j'ai pas mes mails ne marchent pas. C'est très très souvent. Donc ça, gros point de vigilance. L'informatique, il faut que ça roule le premier jour. Et enfin, le petit déjeuner, moi je conseille plutôt fin de semaine. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu observer. Quand on le fait le premier jour, on est, je sais pas, 20-25 à se retrouver dans une salle avec un nouveau. Il est avec son croissant, son café, il ne sait pas trop à qui parler, il n'est pas hyper à l'aise. Fin de première semaine, ça va beaucoup mieux. On connaît du monde, on est détendu, on est à l'aise et c'est sympa. On fait quelque part la fin de la première semaine ensemble dans un moment convivial, plutôt en équipe, petite équipe que tous ensemble, qu'à 50 ou plus, voilà, petite équipe. Ou si vous êtes plutôt une TPE, vous êtes 3-4, voilà, tous ensemble évidemment. Ça peut être un moment sympa. Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant que je passe à la suite de notre parcours d'intégration? Pas de questions sur ce sujet, mais n'hésitez pas à nous les poser via le chat. Ok, très bien. Donc du coup, notre collaborateur, il a passé sa première journée. Si on a fait tout ça, a priori, il est content. Mais vous allez voir qu'on peut faire encore mieux, quelque part, avec ce que je vais appeler les super bonnes pratiques. Là, avant, c'était les pratiques. Maintenant, je vous montre les super bonnes pratiques qui font vraiment l'effet waouh. C'est-à-dire l'effet où le collaborateur ou la collaboratrice se dit là, je suis vraiment tombé au bon endroit. Donc, premier élément, les cartes de visite sont déjà prêtes. Ça, c'est super rare, parce qu'en général, on se dit, on va quand même pas payer les cartes de visite. Imaginons qu'ils partent au bout d'une semaine. On aura dépensé 30 € dans les cartes de visite. Alors, franchement, ces 30 €, il vaut mieux les mettre, parce que c'est un super truc d'arriver et on a déjà les cartes de visite, on est attendu, on était prêt, et je trouve que c'est une excellente pratique que je vous conseille. Deuxième élément que je trouve super, ça c'est une entreprise aussi avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelle SMA Solar, qui est une entreprise allemande, mais qui a des bureaux en France qui sont dans la région lyonnaise. Eux, ils font ça, et en fait, ils envoient des messages de bienvenue aux nouveaux collaborateurs, avant même qu'il arrive. Donc sa boîte mail, déjà, elle fonctionne, c'est déjà vachement important. Et il a un mail de bienvenue de leur responsable RH, de son manager. Mail personnalisé pour dire écoute, bonjour, bonjour Sophie, ravi de t'accueillir dans l'entreprise. C'est tout simple, mais c'est très sympa. C'est un peu comme le coup du SMS dont je parlais tout à l'heure, la veille de l'arrivée. C'est des petites attentions, mais qui font plaisir et qui font le petit plus. Et enfin, ce que j'appelle le welcome pack du nouveau collaborateur. Par exemple, l'ordinateur, le smartphone, un mug avec le logo de l'entreprise, des stylos. Si on est sur des métiers, peut-être que parmi vous, je ne sais pas, on a peut-être des sociétés de restauration, on ne donne pas un ordinateur a priori à quelqu'un qui va faire de la cuisine ou du service.
mais on peut donner un mug, un objet sympa. Et ça, c'est des petites attentions qui comptent parce que très souvent, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, vous avez des personnes qui prennent en photo leur pack d'arrivée, leur welcome pack, pour dire, ça y est, j'ai intégré telle société, et regardez mon bureau quand je suis arrivé. Regardez le cadeau qu'on m'a fait. Donc ça, c'est un truc qui est assez marquant pour les nouveaux collaborateurs qui se sentent vraiment, pour le coup, accueillis et qui se sentent vraiment les bienvenus. Donc ça, c'est super bonne pratique. Donc je vous propose de continuer sur notre parcours d'intégration. On va gravir les marches les unes après les autres. Là, on est déjà bien avancé. Hein. On a fait la première journée, qui est une journée évidemment très importante. Et puis après, il y a la suite du parcours. Donc là, je vais pas faire semaine par semaine, on va faire de manière générale qu'est-ce qu'on doit faire dans cette suite du parcours jusqu'à la période d'été. Donc le parcours d'intégration, déjà, un parcours, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est réfléchi et structuré. D'accord? On ne peut pas dire on a un parcours d'intégration si voilà, on intègre un peu comme ça, éventuellement on va manger au resto le premier jour, et puis voilà. Non, parcours, c'est vraiment, je sais comment ça se passe la première semaine, j'ai des temps de passage qui sont prévus, voilà, tout est organisé, structuré, et c'est là que je vous disais qu'il n'y a que 35% des entreprises qui ont vraiment un parcours qui est structuré. Alors, les bonnes pratiques que je vous propose, il y en a beaucoup, mais j'en ai retenu 5 pour voilà, qu'on se concentre sur des pratiques qui me paraissent simples, mais efficaces et essentielles. C'est donner un livret d'accueil à votre collaboratrice, à votre collaborateur, avec le planning de au moins sa première semaine, pour qu'il sache ce qui va se passer la première semaine. D'accord? Le livret d'accueil, on pourrait en parler assez longuement. Pour moi, faut pas que ce soit quelque chose de trop type. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'idée d'un livret d'accueil un peu type, parce que chaque entreprise aura des livrets d'accueil très différents. Si vous êtes restaurateur, artisan, une grande société multinationale, une PME de service, enfin voilà, donc, personne n'aura le même livret d'accueil. D'accord? En gros, pour vous dire, ce qu'on retrouve régulièrement dans le livret d'accueil, c'est un mot sur l'entreprise, déjà, l'histoire de l'entreprise, rapidement, mais peut-être les fondateurs, voilà, les valeurs de l'entreprise, la culture. Quand on arrive à mettre des mots dessus, voilà, parler un peu de cette culture d'entreprise. Puis après, il y a plein de sujets dont on peut parler dans le livret d'accueil. Des sujets très pratiques. Comment ça se passe pour les demandes de congés? Comment ça se passe pour la mutuelle? Comment ça se passe pour, par exemple, l'intéressement, la participation? Voilà, plein de choses comme ça. Et après, il peut y avoir des éléments de carrière aussi. Par exemple, la formation. Qu'est-ce qu'on propose en termes de formation dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on propose en termes de parcours d'évolution quand on est dans une structure déjà un peu importante, au moins une PME? Donc, il y a plein de sujets. Hein. C'est pas exhaustif ce que je vous dis, mais un trombinoscope aussi. Voilà. Autre élément intéressant dans un livret d'accueil. Donc ça, à vous de voir, mais en tout cas, le livret d'accueil, c'est un élément assez clé quand même. C'est bien d'en avoir un. Et de plus en plus, ce que je vois, c'est des livrets d'accueil digitalisés. Plutôt que de donner un book papier, on a quelque chose en ligne. Comme ça, on le met à jour assez facilement. Par exemple, sur les chiffres de l'entreprise. Et puis du coup, ça peut être sur un intranet, par exemple, de l'entreprise. Le collaborateur y a accès. Mais si vous faites un truc papier, c'est très bien aussi. Hein. Voilà, moi, je trouve que c'est agréable aussi d'avoir un papier en main, un livret d'accueil. C'est quelque chose de tangible. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne pratique aussi. Ce qui est important également, le deuxième conseil, c'est de rencontrer les différents services. C'est-à-dire alors, ça dépend toujours pareil de la taille de votre société, mais faut qu'on puisse rencontrer le service administratif, le service marketing. Quand on a une petite structure, le service, c'est une personne, mais c'est pas grave, on va rencontrer cette personne et il faut que cette personne ait prévu un moment. Il faut qu'il y ait un rendez-vous qui soit calé, c'est pour ça que je mets après planifier les rendez-vous dans les deux agendas. Si je dois aller voir par exemple la comptabilité, faut que le comptable ait un rendez-vous à 14h jeudi, il sait qu'il va rencontrer le nouvel arrivant pour lui expliquer un certain nombre de choses et il sait de quoi il va parler. Il sait qu'il va lui parler par exemple des frais, voilà, comment on fait ses notes de frais. Après, il va peut-être rencontrer les RH qui vont lui expliquer comment ça se passe pour les payes, à quel moment on est payé, quand c'est qu'on reçoit sa fiche de paye, ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait des rendez-vous qui soient prévus, calés, ce qui permet aussi aux collaborateurs de rencontrer ces nouveaux collègues et les différents services. Une bonne pratique que j'aime beaucoup, c'est la mise en place d'un parrainage, parrain-marraine. D'accord? Beaucoup d'entreprises le font, mais beaucoup ne le font pas. Et je trouve que c'est une très bonne pratique. Avec pour moi 3 clés qui permettent que ça fonctionne bien, cette histoire de parrain-marraine. La première, il ne faut pas qu'il y ait un enjeu professionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas que ce soit le manager, il ne faut pas que ce soit non plus quelqu'un des RH, pour moi, hein, mais idéalement, un collègue. Et même idéalement, quelqu'un qui n'est pas du même service que nous, avec qui on ne bosse pas forcément au quotidien. D'accord? Comme ça, il n'y a aucun enjeu professionnel, et c'est quelqu'un à qui on peut se confier, on peut parler d'autres choses. Voilà. Donc, première clé pour moi, c'est ça. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit sur la base du volontariat. Il faut que ce soit des personnes qui aient envie de le faire. D'accord? Pas qu'on dise, bah tiens, bah Daniel, tu feras le parrain, s'il n'a pas envie, voilà. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de le faire. Voilà.
Et la troisième clé pour moi, c'est que ce rôle de parrain marraine, c'est quelque chose de très informel, très simple. C'est quelqu'un qui va donner des conseils sur la vie de l'entreprise. Si j'ai une question à poser sur, tiens, j'ai plus de stylos, comment il faut les commander, je vais aller voir ma marraine ou mon parrain. Ce genre de choses. D'accord? Donc des questions très simples sur la vie de l'entreprise. C'est très facile à mettre en place dans n'importe quel type de structure et ça marche très bien. Et c'est aussi valorisant d'ailleurs pour la marraine ou pour le parrain. Et puis, dernier conseil que je vous donne là-dessus, la formation par d'autres salariés. Dans n'importe quel type d'entreprise, on peut imaginer, plutôt que de former nous-mêmes en tant que dirigeants ou en tant que manager, notre nouvel arrivant, d'impliquer d'autres personnes. Peut-être pour dire, plutôt que ce soit moi qui te forme sur cet élément, sur comment on utilise notre logiciel, je vais te faire bosser avec une telle qui va t'aider, qui va bosser avec toi. Ça implique les collaborateurs, et deux, ça permet à nouveau au nouvel intégré de rencontrer d'autres personnes dans les premiers jours. Et ça, c'est parfaitement faisable en télétravail, en période confinée, complètement faisable. On peut dire à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux faire une visio, un Teams, un Zoom avec le nouveau, la nouvelle, pour lui expliquer comment marche tel truc. Voilà. Ça, c'est tout à fait faisable. Par un marraine, c'est pareil, hein, c'est complètement faisable en période de confinement. Voilà, je regarde juste parce que je vois que j'ai le chat qui. Ok, alors c'est Floriane qui vous demande si vous avez. Je relançais qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions, effectivement, puisque je pense que vous êtes très clair. Nous n'avons pas encore de questions, mais en tout cas, nous avons des retours assez positifs. Bon, parfait, parfait. Mais s'il y a des questions, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Ok. Donc voilà notre parcours d'intégration qui avance. Vous voyez, on a quelque chose là qui est. On ne parle pas de choses incroyables, hein, on parle de choses très simples, mais ça change tout par rapport à un parcours qui est non structuré. Alors, comment ensuite on fait pour suivre et valider cette période d'intégration? Parce que c'est un point qui est important aussi. C'est-à-dire que votre personne, elle est là, elle est dans votre société, mais c'est intéressant de savoir comment elle le vit finalement ce début. Est-ce qu'elle vit justement une bonne expérience collaborateur dans votre société? Est-ce qu'elle est satisfaite de ses débuts dans votre entreprise? Alors, le suivi d'intégration, deux éléments à voir, côté candidat, côté employeur. Je vais commencer par le côté candidat. Quand on est candidat, alors je dis candidat, je devrais dire salarié, pardon, parce qu'on n'est plus vraiment candidat quand on est dans l'entreprise. Disons salarié. Côté salarié, on a besoin de feedback, d'être rassuré. Ça, c'est vachement important. Je pense notamment à la période d'essai. Je constate très souvent, je trouve ça surprenant d'ailleurs, mais je vois souvent des personnes, avant la période d'essai, elles me disent, je ne sais pas du tout si je vais être pris, hein, ça va être compliqué. Je serai hyper rassuré quand ce sera terminé. On commence à se faire du souci pour ses crédits immobiliers et compagnie. Alors qu'en fait, pour l'entreprise, c'est évident qu'on va vous garder, vous êtes super. Le manager, il vous trouve génial. Toute l'entreprise dit donc, qu'est-ce qu'on a fait un bon recrutement avec un tel? Mais personne ne lui a dit par contre. Donc du coup, jusqu'au bout, il a peur. Et ça, je vois ça très souvent. Donc on a besoin de feedback et d'être rassuré parce qu'on se dit, attends, elle voit bien que ça se passe très bien, hein, mais pas forcément. Donc du coup, il faut le dire régulièrement. Le premier jour, il faut dire, écoute, on est content de ta venue, de ta première journée. À la fin de la première semaine, écoute, on est super content de ta première semaine, ça s'est bien passé, tu t'es bien intégré, tu nous as posé plein de questions, on voit que tu es quelqu'un de curieux. Donc, il ne faut pas hésiter à donner du feedback comme ça positif. C'est hyper rassurant pour la personne. Et c'est pas parce que vous dites ça qu'elle va arriver la semaine d'après, les épaules comme ça y est, c'est bon, tout est gagné, quoi. Voilà, les personnes sont regardées de l'humilité. Donc, il faut faire du feedback, il faut rassurer nos collaboratrices et nos collaborateurs dans cette période particulière de l'intégration. Côté employeur, pour nous, le suivi nous permet d'anticiper et de s'adapter. D'anticiper quoi? D'anticiper peut-être que la personne va nous dire en fait, je suis un peu déçu au niveau des missions, je ne m'attendais pas à ça. Ça peut arriver, ça. Hein. Ou alors, moi, ça m'est arrivé en tant que manager, quelqu'un qui me dit ouais, en fait, par rapport au salaire variable, c'est pas ce que j'avais compris. Bon, quand on vous dit ça au bout d'une semaine, là, il y a danger. Donc, si on ne pose pas la question, la personne n'osera peut-être pas le dire. Donc, bien demander, effectivement, est-ce que tout est OK pour toi? Le contrat, c'est OK, les modalités, c'est bien ce qu'on s'était dit avant. Voilà. Il faut bien valider tous ces points-là parce que s'il y a un loup, autant le découvrir tout de suite que le découvrir dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on aura perdu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, côté employeur, on anticipe et s'adapter. Pourquoi aussi? Parce qu'on va le voir, on va demander à la personne ce qu'elle pense de notre parcours d'intégration. Est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'elle trouve qu'elle est bien accueillie? Est-ce que c'est pertinent? Et du coup, si elle nous dit oui, mais par contre, le premier jour, j'ai trouvé que c'est un peu étonnant, hop, on s'adapte, on améliore encore notre parcours d'intégration. Les bonnes pratiques que je vous propose du coup sur ce suivi, cette validation de l'intégration, c'est de faire un point déjà fin de première journée. Voilà. Pas la peine de faire un truc formel, il n'y a pas besoin d'écrire des trucs informels. Hein. Mais on reçoit la personne, ça va? Ça s'est bien passé pour toi cette première journée? Parce qu'on sait que la première journée, c'est toujours un peu dense. Voilà. Et on accueille le sentiment, ouais, super,
j'étais hyper content de faire le déjeuner, très sympa. Ou à l'inverse, on a quelqu'un qui ne dit pas grand-chose et c'est un petit peu inquiétant. Voilà. Donc point, fin de première journée. Fin de première semaine, très important aussi ce point-là, peut-être un peu plus formel. Fin de première semaine, on peut éventuellement commencer à prendre des notes, à dire voilà, qu'est-ce qui est clair pour toi, qu'est-ce qui est moins clair, de quoi tu as besoin. Moi, je vais vous donner 2-3 exemples de questions juste après. Et les points, on va les faire régulièrement jusqu'à la fin de période d'essai. D'accord? Donc peut-être pas toutes les semaines, mais en gros, pour moi, le temps de passage, c'est première journée, première semaine, premier mois, et puis ensuite, peut-être tous les mois, il faut voir combien de temps dure la période d'essai. Il faut au moins faire un point 15 jours avant la fin de période d'essai aussi. Mais en tout cas, il faut que ce soit régulier pour suivre l'évolution de la collaboratrice du collaborateur. J'aime bien aussi les points informels. C'est-à-dire qu'il y a des points où on se pose dans le bureau et on dit alors comment ça se passe pour toi. C'est des points qui peuvent se faire conjointement RH et manager quand c'est possible dans votre société. Quand ça l'est pas, ça peut être peut-être que le manager, que la personne des RH. En tout cas, c'est quand même important que le manager soit là, quoi qu'il arrive. Donc si c'est le chef d'entreprise, le manager, vous pouvez le faire en direct, mais c'est important de faire ce point-là. Et les échanges informels sont intéressants aussi. C'est-à-dire que pas toujours dans le bureau, mais voilà, de temps en temps, vous êtes en train de discuter avec la personne et dire alors, est-ce que tu es content? Comment ça se passe pour toi? Voilà, ça peut être un autre cadre. Ça peut être intéressant aussi de faire des points formels et informels. 2-3 questions que je vous donne un exemple que j'ai entendu sur différents points, c'est celles qui m'ont paru toutes simples mais pertinentes. De quoi as-tu besoin? Voilà. Au bout de la première journée, au bout d'une semaine, de quoi tu as besoin concrètement? Qu'est-ce qui te manque? Parce que peut-être qu'il leur manque des trucs. Il me manque le badge pour rentrer dans le parking. Effectivement, c'est embêtant. Ou alors, il me manque des informations, parce qu'en fait, j'ai les clients qui m'appellent, je ne sais pas encore ce que je dois leur dire. Voilà, très bonne question, simple mais importante. Et si vous voulez améliorer votre process, qu'est-ce qui pourrait encore plus faciliter ton intégration dans l'entreprise? Ça, c'est des bonnes questions effectivement à poser. Et dernier point, une fois la période d'essai validée, et seulement une fois la période d'essai validée, je vous conseille de faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement, qui porte bien son nom. Un rapport d'étonnement, ça veut dire finalement qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es rentré dans notre entreprise. Et là, on a des infos hyper intéressantes. Donc là, c'est le délai idéal. Alors, il faut bien le faire une fois la période d'essai validée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'enjeu de se dire je vais être validé, pas validé. Sinon, on dit que des trucs super sur l'entreprise. Donc, on attend cette période-là. Et c'est pas non plus 1 an ou 2 ans après où on a un peu oublié finalement ce qui nous a surpris au début. D'accord? Donc, c'est le moment idéal pour faire ce rapport d'étonnement. Et du coup, le collaborateur va nous dire des trucs souvent très intéressants. Mais en fait, j'ai été hyper surpris quand je suis arrivé parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et ça. La culture d'entreprise m'a surpris par rapport à tel point. Et là, on va avoir des infos très intéressantes. Donc ça, ce dernier point, il est plus pour vous que pour le candidat, mais c'est un point que je trouve assez intéressant en termes de feedback des personnes que vous avez intégrées. Alors, l'intégration masquée, parce que c'est ça qui se passe en ce moment concrètement. Hein. On est en pleine intégration masquée, donc oui, ils ont l'air quand même assez contents sur la photo, donc ça n'empêche pas de passer un bon moment, mais voilà, on est masqué, parfois on est à distance. Donc, vous l'avez vu, la plupart des éléments qu'on a vus jusqu'ici, la grosse majorité, on peut les faire quand même. Ce qui va changer, c'est sûr que le tour des locaux en ce moment, il n'y a pas grand monde, voilà, c'est vrai, mais globalement, la plupart des choses, on peut les faire. Néanmoins, quand même, il y a 2-3 points clés sur lesquels il faut qu'on soit vigilant dans cette intégration que j'appelle l'intégration masquée. Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change qu'on perd le côté. Alors, je parle notamment pour celles et ceux, soit dont l'entreprise est fermée, hein, je pense à la restauration par exemple, aux bars et autres, mais qui ont peut-être quand même des collaborateurs qui commencent à accueillir, ou en tout cas qui vont accueillir bientôt. Ou alors ceux dont l'entreprise est ouverte, mais on n'est pas dans les bureaux tous les jours, ce qui est le cas a priori de la plupart d'entre nous. Donc du coup, on perd beaucoup quand même sur le lien social. Et pourtant, le lien social, il est indispensable à une bonne intégration. Donc on va voir comment on fait pour le remplacer quelque part, parce qu'il faut qu'il soit présent, ce lien-là. Et en télétravail, on doit déranger les autres pour poser des questions. Donc ça, c'est un des gros changements aussi. Quand vous êtes dans les locaux, vous dites, tiens, excuse-moi, comment je fais du coup pour commander des fournitures? Où est la photocopieuse? Très facile de demander. Quand vous êtes en télétravail, c'est un peu plus compliqué. Il faut appeler les personnes, il faut faire une visio, il faut aller dans le chat, pour dire comment on fait pour commander des stylos. Quand vous venez d'arriver, vous ne savez pas trop si ça se fait de poser la question, vous ne savez pas à qui demander. Donc, il faut prendre ça en compte, toujours en se mettant dans les pompes quelque part du candidat. Donc, les quelques conseils que je vous donne dans cette période bien particulière, c'est par exemple, premier élément, de demander à chacun de se présenter en vidéo. Ce que je disais tout à l'heure sur le photolangage, vous savez, où on se présente avec des photos pour parler de nous, on peut tout à fait le faire en vidéo, ce truc-là. Hein, ou alors faire un peu différemment, mais demander à chaque personne de l'équipe de la nouvelle recrue de faire une petite vidéo de présentation de 2-3 minutes
pour nous dire qui il est, quelles sont ses passions, des petites questions du type bah, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu en ferais? Voilà, c'est des questions que je retrouve parfois dans des vidéos de présentation, je trouve assez sympa. Donc, il faut être à l'aise avec, mais voilà, toujours pareil, l'idée c'est de casser un peu ce côté formel pour qu'on ait ce côté social qui ressorte. Donc, des petites vidéos, et une fois qu'il aura vu celle de ses collègues, on demandera la même chose au nouvel arrivant pour qu'il puisse se présenter aux autres. Je propose aussi de créer des moments de convivialité, mais pas que pour le nouvel arrivant, en fait pour tous. Ce que j'appelle le café Skype ou le café Zoom ou le café GoToWebinar, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des moments, on ne bosse pas, hein, c'est pas un moment de boulot. Si on dit par exemple, allez, tiens, demain matin à 8h30, à 9h, à 4h30, quand vous voulez, on fait une demi-heure, se connecte qui veut, et on passe un moment, on discute. Voilà, on boit le café ensemble. C'est un peu l'idée de l'apéro Zoom, mais en mode café et a priori sans apéro parce que vous êtes au boulot. Mais c'est un peu la même idée. Voilà. Et du coup, ceux qui veulent viennent, et puis du coup, le nouvel arrivant aussi va participer à ce café, d'accord? Et ça remplace ces moments de convivialité qu'on n'a plus en fait, qu'on a de moins en moins. Et donc ça, c'est très bien pour le nouvel arrivant. Si on le fait le lundi matin, par exemple, quand tout le monde va raconter son week-end, bah, lui aussi va pouvoir raconter son week-end et créer du lien avec les autres. Donc ça, c'est important. Fixer des moments d'échange au quotidien avec le manager. Donc ça veut dire qu'on va avoir un suivi plus régulier que d'habitude, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter tous les jours à ce que le manager appelle pour dire ça comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Alors ça peut faire un peu trop des fois, hein. Il faut bien expliquer la démarche. Je veux dire, en temps normal, je ne te suivrai pas comme ça, hein. Mais là aujourd'hui, période de confinement, tu es chez toi, tu viens dans les bureaux que 1 ou 2 jours par semaine, bah, je préfère t'appeler tous les jours. Donc ça s'explique très bien et ça permet qu'il y ait ce lien dont on a besoin et inciter les collègues, les autres, d'accord, à prendre régulièrement contact avec les nouveaux. Parce qu'on n'y pense pas aux nouveaux quand on est dans sa bulle. Donc, il faut les inciter et dire régulièrement, prenez des nouvelles. Appelez-la, savoir comment ça se passe. Vous faites votre réunion là sur tel sujet, ben, proposez-lui de venir à votre réunion ou par le chat, voilà, avec Slack, avec Teams, avec ce que vous utilisez aujourd'hui. Dites aux autres, ben, intégrez-le dans vos boucles de chat, les nouveaux aussi. Voilà. Donc, il faut les inciter, il faut les pousser. C'est pas que le boulot du manager, il faut vraiment que les collègues le fassent, quoi. Parce que le côté social, il passe presque plus par les collègues que par le manager, avec lequel il y a un enjeu pro qui est un peu différent. Donc voilà ce qui me paraît important, les quelques conseils clés qui peuvent changer un peu la donne, et qui permettent de maintenir un lien social pendant cette période, notamment quand on arrive dans l'entreprise, on a vraiment besoin de créer ces liens-là. Tout ce que je viens de vous dire là va permettre de créer ces liens, justement. Alors, l'effet waouh, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai parlé je crois que c'est en parlant du jour J, en disant la personne qui arrive, qui a déjà ses cartes de visite, qui a un mug avec le logo de l'entreprise, qui voilà, des mails de bienvenue. C'est l'effet waouh. Et en fait, cet effet-là, j'ai noté parce que je trouve que dans l'intégration, c'est quelque chose qui arrive vraiment. C'est rare que vous ayez un collaborateur qui, au bout de 2-3 ans d'entreprise, aille poster un message sur LinkedIn ou Facebook pour dire je suis hyper content, je suis dans telle entreprise, c'est fabuleux, c'est génial. Ça arrive, mais c'est assez rare. Alors que pendant l'intégration, ça arrive vraiment. Je vais vous montrer en 2 exemples juste après. C'est-à-dire que quand les personnes sont bien intégrées, sont même étonnées de la qualité de l'intégration dont vous leur faites preuve, la manière dont vous les accueillez, et ben les personnes sont hyper satisfaites parce qu'il y a tout ce qu'on s'est dit avant. Un peu d'appréhension, un peu de tension, une intégration qui s'est peut-être pas super bien passée dans une autre société. Et là, vu que chez vous, c'est hyper bien mené, que c'est très convivial, c'est très sympa, il a toutes les infos qu'il faut, voilà. Il trouve ça très bien fait, bah, votre collaborateur, votre collaboratrice, il y a un effet waouh, et ils sont hyper contents. Donc je vais vous montrer 2 exemples. Un tout récent que j'ai pris là sur LinkedIn. Voilà, c'est un directeur commercial qui vient d'arriver là chez Alsacelais, une coopérative. Ben, il nous dit ma première journée, un beau parcours d'intégration, déjà de belles rencontres, des projets stimulants, merci pour l'accueil, vivement la suite, et il prend en photo son livret d'accueil, parce qu'il a un beau livret d'accueil. Voilà, donc vous voyez, il est tellement satisfait quelque part de cette qualité d'intégration qu'il va mettre un message sur LinkedIn. J'ai trouvé un autre exemple que j'ai trouvé intéressant de quelqu'un qui a intégré chez Ikea et qui a carrément fait un article sur LinkedIn pour dire Ikea un exemple en matière de recrutement et d'intégration. Ikea Love Story carrément. Voilà, donc ça va parfois même assez loin. Bon, ça c'est pas à tout le monde, hein, c'est pas tous les jours, mais en tout cas ça arrive. Donc c'est pour vous montrer l'impact que ça a de faire une bonne intégration. Vraiment, ça lance un souffle positif très très important à la personne qui rentre dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que quand je dis que c'est une étape décisive dans la fidélisation, on le comprend bien avec les témoignages qu'on vient de voir. Et c'est régulier, hein, j'en ai pris 2, mais alors un article, je vous avoue que ça n'arrive pas tous les jours,
Mais par contre, des personnes qui envoient un petit post pour dire super accueil dans telle entreprise, déjà des collègues super sympas, super première journée, super première semaine, ça par contre, c'est très très souvent. Donc voilà, en mettant en place des choses simples, les personnes sont en général très reconnaissantes d'avoir eu un parcours d'intégration de qualité. Voilà, globalement, ce que je voulais vous proposer sur tous ces sujets-là. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions pour qu'on approfondisse peut-être un point ou l'autre sur ce que j'ai pu dire. Merci Xavier. Pour le moment, on n'a toujours pas de questions, donc n'hésitez pas, on vous laisse quelques instants là pour poser vos dernières questions. Et puis en attendant, peut-être vous voyez un autre point à développer, Xavier. Alors, je pense que j'ai développé la plupart des points que je voulais développer en tout cas. Non, oui, je pense qu'on est allé au bout des Non, sujets. Voilà, après, voilà. je pense que c'était relativement clair. Ah, ça y est, on commence à avoir des questions. Du coup, on a Emmanuel qui nous demande comment on peut faire avec des opérateurs sur des lignes de production. Avec des autres. Alors, j'essaie de voir quelle est la question qui est derrière. Comment on peut faire pour intégrer, c'est ça? Enfin, j'aimerais savoir Je quelle est pense la que c'est pour problématique en fait. intégrer quand c'est sur des lignes de production. Emmanuel, n'hésitez pas à nous repréciser la question, mais c'est comme ça que Ouais. je comprends. Ouais, si on peut avoir un peu plus de précision sur la problématique en fait, quel problème ça pose en termes d'intégration, pour que je puisse y répondre le plus précisément Oui, il possible. nous dit oui, c'est ça. Comment on fait pour intégrer en fait des personnes qui travaillent sur des lignes de production? Ok, d'accord. Oui, alors effectivement, chaque intégration est particulière du coup. Donc sur une ligne de production, il faut voir ce que ça change par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans tout ce qu'on s'est dit qu'on peut parfaitement mettre en place avec quelqu'un qui est sur ligne de production. Par exemple, je prends l'exemple du premier jour, ça veut dire qu'on ne peut peut-être pas le mettre dès le premier jour, première heure, sur sa ligne de production. Il faut qu'on prévoie un temps avec lui avant qu'il soit tout de suite sur son poste pour discuter, pour échanger, pour qu'il puisse discuter avec ses collègues, pour qu'il voit comment il travaille, pour qu'il ait un temps d'échange avec vous avant de se lancer au boulot. Voilà. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il démarre trop vite, c'est un premier point. Et après, pour les autres items du parcours d'intégration, on peut parfaitement le faire avec quelqu'un qui est opérateur. Hein. Un livret d'accueil, c'est valable pour un opérateur. Un SMS la veille de l'arrivée, c'est possible. Enfin, voilà, la plupart des sujets qu'on a vus sont possibles. La seule chose sur ce type de poste-là, c'est que souvent, on les fait démarrer très vite dans leur prise de poste et que du coup, pour moi, il faut prendre un temps avant d'accueil, avant de les mettre en poste. Merci. J'espère que ça a répondu à la question. A priori, oui. Emmanuel nous dit merci aussi. Nous avons une question de Sabine qui nous demande comment remotiver quelqu'un qui serait hésitant dans la période d'essai. Ouais, ça, c'est une bonne question. Effectivement, ça peut arriver quand on fait notamment les points de feedback, que quelqu'un nous dise, bah là, ben, j'hésite. C'est vrai que ça arrive parfois, ou alors on le sent, ou alors il nous le dit clairement. Bon. Alors, comment le remotiver? C'est quand même un vaste sujet, parce que ça dépend d'où vient le problème. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est les tâches du poste qui l'intéressent pas? Est-ce que c'est la rémunération? Il y a beaucoup de sujets. Donc, pour faire court, je dirais principalement creuser le problème. Qu'est-ce qui crée cette démotivation? Est-ce qu'il y a une déception par rapport à ce qu'il attendait du poste? Est-ce qu'il y a un problème peut-être managérial? Est-ce qu'il y a un problème social? C'est-à-dire qu'il trouve finalement que les gens avec qui il bosse sont pas très sympas. Est-ce qu'il y a un problème de compétence? Peut-être qu'il n'est pas au bon niveau de compétence par rapport au poste et du coup il est en souffrance par rapport à ça. Ou l'inverse, trop au niveau compétence et du coup il s'ennuie. Donc en fait pour moi c'est vraiment le fait de creuser, de poser beaucoup de questions pour aller vraiment au fond du sujet pour bien comprendre ce qui le gêne, ce qui ne va pas pour pouvoir agir et du coup agir avec les bonnes personnes. Il faut peut-être ensuite agir avec le manager, agir avec les collègues. Voilà. Donc la clé, je dirais, c'est de creuser la source du problème. Merci. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. En attendant, en tout cas, pareil, nous avons toujours de bons retours. Philippe qui nous dit super présentation. Cécile, pas de questions, que le webinaire était effectivement très clair. Voilà, Émilie également, très clair. Donc, n'hésitez pas s'il y a une ou deux questions encore. Et puis, sinon, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Bon, ça semble clair. Parfait, merci. Donc, écoutez, je vous propose du coup qu'on en reste là. Merci beaucoup Xavier, en tout cas pour vos conseils et vos éclaircissements. Avec plaisir. Merci à tous les participants d'avoir été au rendez-vous.
Je vous rappelle du coup que ce webinaire sera disponible aussi en replay sur la chaîne YouTube de la CCI sous 48 heures, que la présentation vous sera également envoyée par mail. Et puis du coup, c'est gentil de nous avoir fait part de vos retours et on aimerait bien que vous le notiez dans notre enquête de satisfaction. Donc je vous demande encore 2 petites minutes d'attention pour y répondre. La fenêtre va s'ouvrir quand vous allez fermer le webinaire automatiquement. C'est très important pour nous d'avoir votre retour. Donc par avance, merci de prendre le temps d'y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 11 h pour notre prochain webinaire sur la gestion des déchets, qui sera animé par Sophie Raposo de l'Alsap et Céline Pisimanti de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, pour vous permettre de découvrir les dernières réglementations en vigueur notamment. Puis si vous souhaitez en savoir plus sur nos prochains événements d'une manière générale, n'hésitez pas à consulter directement l'agenda de notre site lyon-métropole.cci.fr. Voilà, merci à tous et puis bon après-midi. Merci à tous. Au revoir.